Bonjour, bienvenue à une autre capsule SICO. Aujourd'hui, on va parler du KE2 évaporateur Efficiency. On va regarder le paramétrage manuel seulement. Comme d'habitude, à chaque début de formation, on a fait déjà le KE2 temp plus defrost, le KE2 temp plus valve control, le KE2 low temp, l'adaptive, et aujourd'hui, on est rendu à l'adaptive. Pardon, au KE2 évaporateur Efficiency. Comme vous voyez, toujours intéressant de voir le KE2 évaporateur Efficiency qui va ressembler pas mal au KE2 adaptif, mais avec beaucoup plus d'options. Donc, on fait du dégivrage à la demande. Et aussi, on voit qu'on peut avoir une valve d'expansion électrique ou un détendeur thermostatique mécanique, en fait, ce qui était seulement disponible, la TEV mécanique seulement pour l'adaptif. Donc, le KE2 évaporateur Efficiency a l'avantage des deux, mais fortement recommandé d'utiliser la valve électrique. Donc, si on va jusqu'à un peu plus bas, il y a les numéros de bulletin Q13, Q1.19, il y a d'autres bulletins aussi. Donc, on va procéder au site KE2. Ce qu'on voit ici sur le site ke2term.com, on va dans Produits, on vient voir KE2 évaporateur Efficiency, on voit le contrôleur, l'image. Je ne ferai pas ça dans ce module-là, on va le faire dans le module la communication, mais je veux juste vous montrer versus le faire au clavier manuellement versus le faire avec une application. Si on a une page web, vous regardez, on est capable de voir tous les points de mesure, les inputs, l'état, température d'évaporateur, position des valves et la page de cette pointe. Donc, paramétrer ça avec une application web, avec un téléphone ou un laptop, c'est beaucoup plus facile que de le faire manuellement, mais quand même, parfois, on peut vouloir le changer de façon manuelle. Donc, si vous allez sur le site KE2, vous avez juste à cliquer sur le démo. En cliquant sur le démo, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, les graphiques, etc. Je vais couvrir ça de façon plus complète dans la section du module de communication. Donc aujourd'hui, on s'en va dans Link to littérature et ce qui nous intéresse, ça va être le manuel d'installation. On pourrait prendre soit le rapide ou le condensé. On va aller chercher le condensé, manuel PDF. Intéressant à conserver ça sur les téléphones cellulaires. Donc, au lieu d'avoir des manuels d'installation, c'est plus intéressant à ce moment-là. Je vous rappelle, comme le KE2 évaporateur, en fait, le KE2 adaptif, il y a 3 capteurs de température, dont un pour l'air. Et je rappelle que les couleurs, c'est simplement pour aider à identifier lequel capteur de température est installé à quel endroit. Parce que tous les sensors dans les modèles KE2, c'est tous les mêmes. Donc, on peut les interchanger. La couleur n'a pas rapport. Donc, les deux autres ici, on va avoir, dans le cas, puisqu'on fait du dégivrage à la demande, on va avoir coil. En fait, les deux sondes d'évaporateur. Donc, on aurait deux sondes ici, là, avec ces trois-là, deux sur l'évaporateur et une sur le retour d'air. Et comme on a vu, la petite plaquette ici, toujours installée avec les fusibles pour protéger chacun de vos relais. Ça, c'est une autre option. C'est pas une option, ça vient avec le contrôleur. Donc, on voit un petit peu plus bas. Je voulais juste voir avec vous le paramétrage qui est un peu particulier lorsque vous allez la première fois énergiser. On appelle ça le mode introduction. Donc, quand vous allez la première fois énergiser le contrôleur, il va vous demander des questions en fonction de ce que vous allez aller choisir comme valeur. Je vais bouger directement au mode caméra ici, que vous allez être capable de voir le contrôleur. J'ai déjà fait un reset contrôleur, fait que la première variable qu'on voit ici au niveau de l'application, autrement dit, dans le mode introduction, ça serait le room temp. On ne le voit pas parce qu'il l'a déjà fait. Donc, la variable, c'est room temp. Et par défaut, on verra plus loin, il nous demande -10. Donc là, on pourrait tout simplement appuyer Enter pour valider. Si on veut -20, par exemple, on a aller carrément sur les dizaines et augmenter la valeur, par exemple, à +20 ou si je veux -20 à ce moment-là, là je fais Enter. J'attire votre attention parce qu'il ne le fera pas longtemps.
Je vais effacer ça. La deuxième valeur qu'on devrait voir, en fait, ça devrait être le defrost type. Donc, si on maintient Enter, on va valider. La deuxième valeur, il vous dit defrost type, ça c'est la variable par défaut. Les petites lumières ici clignotent à droite. Quand c'est des lettres, c'est les lumières qui clignotent au lieu des chiffres pour vous dire que vous pouvez changer. Donc par défaut, c'est des givrages électriques. On pourrait aller choisir des givrages à air. Compresseur, en fait, c'est des givrages au gaz chaud avec le compresseur à on. Ça serait dans le cas d'un tree pipe, par exemple. Ou, exemple, hot gas compresseur avec, c'est-à-dire hot gas avec le compresseur off, ça veut dire qu'on éteint la solénoïde. Ça pourrait être dans un dégivraage au gaz chaud inversé à ce moment-là. Donc, dans notre cas, on va conserver des givrages électriques. Donc, on maintient. La troisième valeur, vous allez voir ici, variable à l'écran. Après, ça va être le valve type. Donc là, je maintiens électrique, parce que c'est le sort de dégivrage que je veux. Le valve type, par défaut, ça c'est la variable, et la valeur, c'est mécanique, et on voit les trois lumières qui clignotent. Donc, on peut aller choisir, par exemple, une valve custom. Ça veut dire qu'on peut customiser nous-mêmes. On peut prendre certains modèles Carrel. On peut prendre des modèles Carrel aussi également. Il y a plusieurs modèles. Ici, Carrel, SEH, dont certains modèles Sporlan, SEI, plus vieux modèles. Vous allez avoir SER, SEI. Donc, ça, il faut aller voir. Il y a la KE2 HSV et il y a la KE2 RSV. Okay, donc, c'est plusieurs modèles qu'on peut aller choisir tout simplement. Dans notre cas, on va aller choisir juste une KE2 RSV, par exemple. C'est ce qu'on veut. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de la programmer. On va juste dire Enter. Et la prochaine valeur qu'il va nous demander, puisque j'ai choisi ici à l'écran une valve tap électrique, ben, il va me demander quel réfrigérant que j'ai. Par défaut, c'est le 404. Si j'avais choisi une valve mécanique, il ne me demanderait pas ces valeurs-là. Là, vous avez un paquet de réfrigérants, je ne les passerai pas, mais il y en a, sont tous là, la plupart sont tous là. Donc, on va valider au 404. Tout simplement. Le Smart Access, c'est pour être capable de nous demander si on veut l'avoir à distance. Je vous dirais, on va couvrir ça dans la section communication. C'est plus simple de le laisser à Disable puis de le réactiver après. Là, il y a plusieurs façons de le faire. Mais comme on n'est pas dans la communication, je ne couvrirai pas ça. Donc, on va demander Disable à ce moment-là. Voilà. Présentement, il me dit que j'ai une erreur sur mon sensor de succion parce que j'ai choisi une valve électrique. Donc, on a vu plusieurs points de consigne. Le room température, le defrost type, le valve type qu'on a fait à l'introduction. Ici, les valeurs que vous avez, encore une fois, si vous avez une valve custom en ombragé, ça veut dire que si vous n'avez pas un choix de valve qui est dans le type de valve, comme on a vu ici, vous pouvez avoir des valves KE2, etc., Sporlan valve, KE2, populaire. Donc, si vous avez un autre type de valve, bien, vous pouvez la rentrer pareil en mode custom, mais il faut connaître ces trois valeurs-là. Et je dirais que l'autre valeur, ça serait au niveau de la surchauffe. Si vous avez une valve électrique, c'est pour ça que ça dit que ça ne s'applique pas si c'est une valve mécanique, parce qu'en ce moment-là, on ne peut pas contrôler la surchauffe. Fait que si on refait sur l'écran du KE2 chacune de ces valeurs-là, donc si on ne sait pas on est où, on fait back deux fois, flèche horizontale pour aller dans le menu, et ça suit l'ordre si vous avez le bulletin qu'on a vu un petit peu plus haut, les alarmes. Le set point, c'est ce que je veux. Souvent, l'erreur, les gens font Enter. On ne fait pas Enter, on veut descendre dans le menu. Donc, la première valeur que je vois, c'est celle-là qui est ici en haut. Ça se trouve être le room temp. Donc, si je fais Enter, ça c'est la variable. La valeur, c'est par défaut, c'est moins 10, ça pourrait être moins 20. Si je veux la changer, c'est là à ce moment-là que je vais maintenir Enter jusqu'à temps que le chiffre clignote. Et lorsque le chiffre clignote, je peux utiliser la flèche droite pour aller aux dizaines, par exemple. Si je veux moins 10, ben, j'ai juste à baisser, c'est-à-dire monter dans ce cas-là à moins 10. Et je maintiens Enter jusqu'à temps que ça arrête de clignoter pour valider. Alors à ce moment-là, c'est validé. Donc je reviens à back. Donc je reviens à room température qui est mon premier. Mon deuxième point de consigne, c'est le defrost type. On avait choisi électrique. Ça va.
flèche en bas. Le troisième, le valve type, c'est une valve mécanique. Là, dans ce cas-là, pour être capable d'aller la choisir, je vais la changer. Comme ce n'est pas des chiffres, on maintient Enter. Et là, on ne peut pas faire clignoter la lettre, mais vous allez voir, quand les LEDs se mettent à clignoter, les deux du haut se mettent à clignoter. Ça veut dire que l'on peut utiliser les flèches verticales pour changer. Je vais prendre par exemple juste une valve électrique. Il y a différents modèles. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Donc, par exemple, je peux avoir une KE2 RSV qui est un modèle populaire. Encore une fois, ça clignote, donc je maintiens pour valider. Là, j'ai choisi ma valve RSV parce que ça ne clignote plus, donc j'ai juste à faire back. Donc, valve type. Après valve type, ce que je vais avoir, c'est la surchauffe et je l'ai parce que j'ai pris une valve électrique. Évidemment, le système me met une alarme ici en rouge parce que je n'ai pas de transmetteur de pression sur le contrôleur, mais je fais quand même continuer, même s'il y a une alarme, pour qu'on puisse voir, bon, ben là, la surchauffe, je vais l'ajuster par défaut était 10, je peux faire la même chose, le changer. Donc ça couvre la surchauffe. Si on regarde le Maximum Operating Pressure, le MOP, j'ai déjà expliqué cette valeur-là. En général, je vais refaire un... Le MOP, c'est Maximum Operating Pressure. OK, rapidement, ce qu'on va avoir, c'est qu'on a un évaporateur toujours. J'ai la valve mécanique où je peux avoir une valve EEV, une valve électrique. Donc, ce qu'on peut venir voir, c'est que pour un détendeur thermostatique, on va avoir un bulbe. Et généralement, le bulbe, c'est ça qu'on vient mettre le MOP selon le type de réfrigérant. Ça veut dire qu'après que vous avez fait un dégivrage, ou si vous partez le système, donc après un dégivrage, c'est que la température va être très élevée dans l'évaporateur. Donc, si mon compresseur est installé ici, surtout pour un congélateur, c'est très rare pour une chambre froide. Donc, après un dégivrage, la température est élevée. Donc, comme la température est élevée, le bulbe ici, il n'y aura plus de liquide dedans. Fait qu'à un moment, à un point exact de pression équivalent ici à l'aspiration, la température va faire évaporer complètement le réfrigérant, donc le détendeur ne peut plus ouvrir. Fait que tranquillement, on va enlever la charge à l'évaporateur pendant qu'on fait le dégivrage, mais ça se peut que la surchauffe soit élevée. Ça, on va faire ça pour protéger le ampérage du compresseur. OK? Donc, la EEV, l'avantage qu'on a, c'est qu'au lieu du bulbe, au lieu de l'external equalizer qui serait aussi branché au niveau du bulbe, soit en avant ou soit en amont ou en aval, là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est que la EEV, on va avoir un transmetteur de pression qui va être placé à la place de l'external equalizer. Et là, on a un signal analogique. Donc, on mesure une pression, puis on envoie un signal électrique au contrôleur de KE2, par exemple, pour lui dire c'est telle pression qu'on lit présentement. Donc, la différence, c'est que la valve électrique, on peut lui mettre une valeur, autrement dit, de MOP ajustable, ce qu'on ne peut pas faire avec une valve mécanique. En général, là, on va aller chercher des valeurs là, autour de 50 PSIG, de 50 à 60 PSIG, par exemple, au niveau de certains réfrigérants dans un congélateur. Fait que là, le MOP sur une valve thermostatique est fixe. Sur une valve électrique, le MOP il est ajustable. C'est ici qu'on va venir l'ajuster sur le contrôleur. On va venir lui donner la valeur. À ce moment-là, il faudrait mettre une pince ampère-métrique sur le compresseur. Donc, on vient chercher l'ampérage après un dégivrage et on baisse la valeur du MOP jusqu'à temps que l'ampérage ne dépasse pas le FLA. Donc, le full load d'ampérage pour ce type de compresseur-là. Donc, on protège notre compresseur. Ça s'appelle un MOP. Il y en a qui appellent ça un crankcase pressure regulator. C'est pas tout à fait un crankcase, mais ça agit comme une protection de compresseur après le dégivrage. Donc, si on revient à l'application qui est ici, le Maximum Operating Pressure, par défaut, si vous regardez, il est ajusté pour être à 150 PSI qu'on va aller chercher la valeur ici. C'est beaucoup trop haut pour un congélateur, mais c'est que l'application, c'est aux techniciens de l'ajuster. Donc, cooler,
Une chambre froide, on peut aller chercher quelque chose autour de 90, 100 degrés. Pour un congélateur, il faut regarder le type de réfrigérant qu'on a et vraiment faire un test avec une pince ampérométrique pour ajuster cette valeur-là. Donc, l'avantage que vous avez par rapport à une valve mécanique, c'est qu'on a un MOP ajustable. Ça, c'est intéressant à ce moment-là. Ici, je vais aller chercher après mon type de réfrigérant. Donc, encore une fois, au niveau des réfrigérants, j'étais ici à Superheat. On a recommencé à Maximum Operating Pressure. On a parlé. Le réfrigérant, j'ai tous les modèles que je veux. Je peux aller chercher les différents types de réfrigérants. Évidemment, il faut que j'aie une valve électrique pour le faire. Donc, ces deux-là, on peut les regarder rapidement. Donc, cette pointe. Donc, on avait le maximum operating pressure qui était ici. Donc, si je fais Enter, la valeur est à 150, donc je peux la changer. Je devrais toujours la changer sur un congélateur, ça c'est un minimum. Et l'autre valeur ici qu'on aurait, c'est le type de réfrigérant. Par défaut, c'est 404, mais il y a tous les autres réfrigérants que je pourrais aller sélectionner, donc je fais Back. Les deux autres valeurs que je vais avoir, c'est l'auxiliaire Temp 4 et l'auxiliaire Temp 4 et l'auxiliaire mode relais. En fait, ce qu'on voit ici, là, vous avez les deux, l'auxiliaire Temp 4 et l'auxiliaire Temp 1. On va aller dans le manuel d'installation pour être capable de le voir. Donc, si je viens ici, si vous regardez par exemple le Air Sensor qui est le T2, on est obligé de l'avoir. Et le T3. C'est pour ça que vous n'avez pas T2 et T3 dans le menu parce que vous ne pouvez pas changer ces deux-là. Par contre, on a le T4 que lui va être une sonde de coil. Et on va aussi avoir le T1 succion ici si on utilise avec le transmetteur de pression une valve électrique. Donc le T1 et le T4, on peut aussi les programmer à partir du contrôleur et ça dépend des applications. OK? Donc à ce moment-là, si je reviens ici, ça veut dire que votre auxiliaire TM4, on peut le programmer pour plusieurs aspects. On peut aller le programmer ici pour moniteur. OK, donc T1 succion température, ça serait par défaut celui-là qui est T1 succion. Je peux le programmer comme moniteur. Moniteur, ça veut dire qu'il m'afficherait la température, mais il ne va avoir aucune action sur l'algorithme ou le fonctionnement du KE2. Je pourrais mettre un deuxième room température, moins utilisé, mais ça pourrait s'utiliser. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le second coil température. Donc, vous voyez le T4 ici, on pourrait l'ajouter comme T4 coil. J'aurais une deuxième sonde. Donc, le T2, T3, T4 serait fait. Et le T1 qui me reste, c'est que si vous le laissez à succion, si vous n'avez pas de valve électrique, il ne vous donnera pas d'alarme. Mais si vous choisissez une valve électrique, il va vous dire si la température succion n'est pas là, il va le savoir. Mais je pourrais l'utiliser pour mettre, mettons, une autre sonde de coil. Ça ferait beaucoup, ça ferait 3 sondes d'évaporateur plus une sonde d'air, mais je pourrais le faire. Donc ça nous amène à T auxiliaire 4 et 1. Donc dans le système ici aussi, vous avez le relais auxiliaire mode. Le relais auxiliaire, ça se trouve à être le relais qui est placé, si on vient sur le manuel d'installation, vous allez avoir le relais de ventilateur, le relais de défrost, la liquide solénoïde et le relais auxiliaire, ça se trouve à être lui. C'est souvent lui qu'on va utiliser comme relais d'alarme. Par défaut, là, souvent il va être programmé comme un relais d'alarme. Ça veut juste dire que ici, si vous vous branchez entre le commun puis exemple le normally open, ben, s'il y a une alarme, ce contact-là va venir fermer. On pourra envoyer ça dans un système de DDC pour envoyer une alarme à un système centralisé d'un automate programmable, par exemple. Donc ça se trouve à être le relais auxiliaire. Mais on peut aussi programmer le relais auxiliaire pour faire la même chose que le relais de solénoïde, la même chose que le relais de défrost et la même chose que le relais de fan. Donc, si un de ces trois relais-là serait défectueux, on peut se servir de celui-là puis le paramétrer comme étant un deuxième relais de, par exemple, défrost. La seule différence, c'est qu'il y a juste 3 ampères. Fait que là, sur le 3 ampères, ici, on pourrait venir, par exemple, raccorder un contacteur avec une bobine
Puis on pourrait à ce moment-là venir énergiser nos éléments électriques de la façon qu'on le faisait avant. Par exemple, s'il y aurait eu un bris au niveau du relais, bien, on peut utiliser ce relais-là aussi pour faire la même chose. Donc, si on vient dans l'auxiliaire relais, c'est ce qu'on va voir ici qui va vous demander. Vous voyez ici, alarme relais, c'est par défaut. Second compresseur relais, il ferait la même chose que le relais de compresseur, la même chose que le second fan relay, la même chose que le defrost relay. Aussi important, il peut faire un deuxième speed fan control. Le deuxième speed fan control, à faire attention, c'est un moteur ECM. Donc, ça serait quand votre système est à off, vous pourriez envoyer le système sur le ventilateur sur la basse vitesse. À ce moment-là, le contrôle il peut être programmé pour le faire. Plus d'informations est disponible là-dessus. Et également, il existe le fan speed. Là, c'est si vous avez vraiment un variateur de vitesse. Donc, on a un 0,10 volts qui envoie un signal. Donc, quand je suis en mode réfrigération, je suis à 10 volts, je suis à 100%. Quand je suis à off, ben, au lieu d'avoir un 2 vitesses, je pourrais aller jusqu'à 20% ou à 30%. À ce moment-là, j'enverrais le ventilateur soit à 3 volts, il serait à 30%, à 5 volts, il serait à 50%. Donc, je pourrais avoir ma vitesse, ma basse vitesse ajustable. Ça, c'est vraiment un variateur de vitesse, alors que le celui du deuxième relais auxiliaire, en fait, là, qui était le deuxième fan speed, c'est une deuxième vitesse. Là, j'ai un appel, je vais arrêter. Donc, si on reprend ici à l'écran pour en faire quelques-uns, si on reprend par exemple Auxiliary Temp 4 Mode, on avait vu là, voici la variable, donc Auxiliary Temp 4 Mode, donc je fais Enter, la variable est Disable. Si je maintiens Enter, je peux les faire clignoter les lumières. Une fois que ça clignote, je peux aller prendre encore une fois soit moniteur, T4, Room Temp, si je veux une deuxième sonde de pièce qui est moins fréquent. Et la plus fréquente, c'est Temp Coil, je dois avoir une autre sonde de coil. Donc, je ne vais pas valider aucune. Donc, on a, à ce moment-là, le Auxiliary Temp 4 Mode est à Disable. Je peux faire la même chose avec le Auxiliary Relais qu'on vient de voir. Donc, le relais auxiliaire, à ce moment-là, il est programmé comme un relais d'alarme. Je vais aller voir les autres points de consigne rapidement. Une fois que les lumières clignotent, je peux aller voir les autres. Donc, on va faire un defrost, un permanent defrost relais. Il y a d'autres fonctions qu'on peut faire que je ne verrai pas dans cette formation-là. Mais rapidement, je peux faire une lumière pour les relais. Je peux faire un second speed fan control, donc pour la basse vitesse comme on a vu. Je peux avoir second defrost relais et ainsi de suite pour les relais de compresseurs, etc. Donc ça va pour le alarme relais ici. On a fait le fan speed. Pardon, il est programmé comme un alarme relais en fait. Fait que si je reviens, je vais être au relais, le mode du relais auxiliaire. Donc à ce moment-là, on revient ici au minimum runtime sur le graphique. J'ai expliqué un peu plus loin le minimum compresseur runtime ici. Ça, c'est lorsque vous énergisez le système par défaut, le compresseur va marcher au moins 2 minutes. Et quand le compresseur va arrêter, il va être à off ou le système atteint son point de consigne, le système va être à off au moins de 5 minutes avant de repartir. Donc, ces deux valeurs-là, j'ai expliqué ça dans la vidéo 100 du K2 AirTemp. Plus en détail, si vous voulez, c'est la protection de compresseur. La réfrigération fan mode. Donc la réfrigération fan mode, on l'avait vu aussi. Si vous regardez ici, je peux avoir en fait on with compresseur, ce qui est le plus populaire si vous n'avez pas un blast freezer par exemple, vous avez un holding, ou je peux les avoir permanents, puis permanent le C. Si vous êtes en dégivrage électrique, il va le mettre les ventilateurs à off. Le permanent est là juste en mode réfrigération. Manage, c'est un peu plus complexe, moins utilisé en Amérique du Nord, en fait au Canada. Et le Title 24, qui est la norme que j'ai expliqué un peu avant, la norme de Californie, qui ressemble beaucoup à On with Compressor. Le First Delay Defrost,
Ça, c'est si vous auriez en mode schedule, par exemple, ben, comme il n'y a pas d'horloge real-time clock qu'on appelle, si on aurait deux contrôleurs dans la même chambre, qu'on ne voudrait pas qu'ils fassent un dégivrage en même temps, parce qu'on va aller choisir le nombre de défrosts par jour. Fait qu'on fait juste faire un délai entre les deux. Ça veut dire que le premier pourrait être à 120 et le deuxième serait à 240 minutes. Ça veut dire que quand on part les systèmes, si on fait des dégivrages à intervalles fixes, ils ne vont pas partir en même temps. Okay, donc le defrost fan state, ça par défaut c'est off si vous êtes électrique et c'est on si vous êtes encore là, c'est on ou off. En dégivrage électrique, il va se mettre à off, mais on pourrait le forcer à faire différent. À part peut-être un comptoir réfrigéré qui serait obligé d'avoir un ventilateur à on, même avec un élément électrique. Normalement, le contrôleur va le décider lui-même automatiquement. Ici, on a le defrost term température. Ça, c'est la température à laquelle votre sonde va arrêter en mode dégivrage. Ça veut dire vos deux coil sensors. Si c'est électrique, on fait un dégivrage positif, c'est 50 degrés Fahrenheit. Si vous êtes à air, c'est 40 degrés Fahrenheit. Okay? Ici, important, à l'air, jamais mettre une valeur beaucoup plus élevée que la température de la pièce. On verra un peu plus loin peut-être pourquoi. Ça peut vous générer des alarmes parce que votre évaporateur, par exemple, si votre pièce est à 40 degrés Fahrenheit et vous mettez 45, bien, il faut que toute la chambre froide au complet se refroidisse ou se réchauffe plutôt jusqu'à 45. Votre évaporateur ne peut pas être plus froid que la température de la pièce. Donc, si on revient ici à l'écran, si on regarde, on avait le... Oups, là, je suis revenu dans le menu 7 points. Fait qu'on est dans le Fan Speed Control. Fan Speed, on l'avait vu. Le minimum compresseur, donc si je fais Enter, c'est 2 minutes. Donc, minimum compresseur Run. Ça veut dire qu'il marche au moins 2 minutes. Le minimum compresseur Off par défaut, c'est 5 minutes. Très rare qu'on en joue avec ça. Le réfrigération fan mode, en mode réfrigération, notre fan est on with compresseur, puis là on a les autres variables qu'on peut aller choisir. Ça nous amène à defrost mode, defrost mode, le defrost mode il n'est pas en ordre ici, par contre le defrost mode, on est à la demande. Ok, oh, pardon, j'en ai sauté un, c'est mon erreur, donc defrost mode est ici. Donc, le defrost mode, on va aller chercher à la demande. Lui, c'est automatiquement à la demande. Par contre, on pourrait aller chercher là, sur, il faut avoir demande, schedule. Schedule, ça va être 4 defrosts par jour, donc aux 6 heures, ou 6 defrosts par jour aux 4 heures. Le runtime, c'est moins utilisé, mais ça pourrait être à chaque fois que vous êtes en mode réfrigération, pendant 6 heures, il va automatiquement tomber. Il fait juste compter le temps. Ça aussi, c'est moins utilisé, mais c'est une autre possibilité du contrôleur. En fait, des types de dégivrage. Donc, le mode defrost, par défaut, il est à la demande. Donc, c'est le contrôleur qui va décider comment. On verra ça dans une autre formation. Le defrost paramètre, on ne touche jamais à ces valeurs-là. C'est très rare. Si vous regardez à l'air par défaut, si jamais quelqu'un vient les changer, vous pourriez venir voir dans le manuel, dire 30 si c'est un defrost électrique, c'est 30. Ça va être 40 si c'est un defrost à air. Puis 10, c'est un defrost hot gas. Donc, c'est tout simplement un coefficient d'un algorithme. Pas nécessaire de jouer avec ça. Et le maximum defrost time, ça c'est bien important, c'est seulement si vous êtes en schedule ou en runtime. Ça veut dire qu'à la demande, c'est le contrôleur qui décide du temps. Okay? C'est pas l'usager qui décide. Et si vous êtes en mode schedule, à ce moment-là, on peut programmer, mettons, disons, par défaut, ça va être 45 minutes électriques, 10 minutes au low chaud et 40 minutes si vous êtes en air. Fait que ça, cette variable-là, on peut la changer, mais elle a un incident juste si vous êtes en defrost schedule. Okay? Donc, si on revient à nos modes, on était à defrost mode sur l'écran, defrost per day. Là, j'aurais le choix, si je suis en mode schedule, d'aller dire j'en veux 4 ou 5. Ça, c'est si je suis en schedule. On peut le préprogrammer pareil. Donc, ici, on a le first defrost délai qui était juste ici. OK. Juste avant, j'ai peut-être sauté le defrost per day, je ne me rappelle pas. Le defrost per day, en fait, c'est une valeur fixe. Ce n'est pas un horloge, fait que vous pouvez dire, si j'en choisis 6, il va faire 24 heures divisé par 6, il va en faire un aux 4 heures. Mais là, c'est ici à la condition qu'on choisit schedule. Okay?
J'expliquerai d'autres phénomènes dans le module de troubleshooting. Là, ça va être plus approprié à ce moment-là. First defrost daily, on en a parlé. Le defrost fan state. Donc, defrost fan state, par défaut, la fan est à off. On peut la changer si on veut. OK, on a le defrost term température, par défaut 50 Fahrenheit, ici. OK, c'est la valeur qu'on ne devrait pas changer. Si on monte cette valeur-là à la demande, il ne faut pas aller trop haut. Ça vient influencer l'algorithme, donc je dirais maximum 55 si vous êtes en dégivrage à la demande. OK, et il nous reste à ce moment-là le defrost paramètre. Comme je suis en dégivrage électrique, c'est 30. Comme je l'ai dit, on ne change jamais cette valeur-là. Et ensuite, on est rendu à drain time juste ici. Donc, le drain time, c'est la même chose que les autres systèmes. C'est qu'on va avoir, quand le defrost a atteint sa température ici en defrost term, les deux sensors d'évaporateur atteignent 50 Fahrenheit. On tombe en mode drain et c'est 2 minutes par défaut. Si, à ce moment-là, il ne se passe rien. Ensuite, on tombe à compresseur runtime. Le compresseur runtime, lui, à ce moment-là, ça dit si le defrost mode égale runtime. Comme on le met rarement à ça, je ne l'expliquerai pas. En fait, là, le runtime, on l'utilise très peu. En fait, c'est la valeur de votre runtime. Vous diriez à toutes les 6 heures ou à toutes les 7 heures. Là, il compte le temps que le système est en mode réfrigération seulement. Puis quand il a atteint son temps que vous avez mis ici, là, il va faire un defrost. Mais il faut que vous venez choisir votre defrost mode en mode runtime à ce moment-là. OK, ça va pour Electric Defrost Mode. Ici, le Electric Defrost Mode, lui, est un petit peu plus complexe. On va aller chercher le Electric Defrost Mode. Ici, vous allez avoir le choix de pulse. Ce n'est pas vraiment un pulse. Ça veut juste dire que si votre évaporateur d'un côté est très chaud, puis d'un autre côté, pendant que que je suis en mode dégivrage, si je suis chaud d'un côté, ça veut dire qu'on va ouvrir le circuit de temps en temps pour aller équilibrer les températures. Par contre, ça augmente le temps de defrost. Okay? Ce que je vous dirais, si je maintiens Enter, vous avez le choix entre pulse. Si vous faites une première installation puis vous êtes moins familier, c'est peut-être mieux de le laisser à permanent. Ça veut dire qu'au moment que votre résistance électrique est activée, elle va rester de façon permanente jusqu'à temps que vous atteignez le 50 Fahrenheit par les deux sondes de coil. Okay, le pulse, ça peut être, oui, intéressant pour l'économie d'énergie, mais si votre pouvoir ou le voltage n'est pas suffisamment élevé ou vous manquez de puissance électrique, ça augmente votre temps de defrost, ça vient influencer le dégivrage à demande. Donc, là, par défaut, c'est pulse. Vous pouvez le mettre à permanent pour les premières opérations, jusqu'à temps qu'on devienne familier avec le système. Donc, je suis venu à pulse, je reviens à Electric Defrost. Donc, Electric Defrost Mode, je vais redescendre à peu près jusqu'ici. OK. Tout le reste, en fait, en majorité, ça ressemble au adaptif. Donc, le fan delay, ça veut dire qu'une fois qu'on a fait notre defrost, qu'on a atteint notre température, à ce moment-là, votre système va retourner en mode réfrigération et il va avoir un délai. Ça, j'ai expliqué ça plus en détail dans le adaptive et dans le low temp. Donc, le fan delay, je repars en mode réfrigération, mon ventilateur ne démarre pas jusqu'à temps que j'ai atteint les valeurs qu'il y a d'inscrits plus loin. Ou un maximum fan delay time qui est de 2 minutes. Okay? C'est un 2 minutes. Ça veut dire qu'après 2 minutes, même si ma température, une de mes sondes de coil n'a pas atteint la température, je vais démarrer les ventilateurs quand même. Okay? Donc, le pump down time, le fan delay, juste pour être sûr, donc le fan delay, par défaut, ça va être 20 degrés Fahrenheit. Fait que quand on repart en réfrigération, la valeur par défaut, c'est 20. C'est rare qu'on joue avec ça, mais c'est possible. Si vos sondes, après 2 minutes, n'ont pas atteint, donc le maximum fan délai, c'est 2 minutes. Si vous dites, par exemple, non, moi je voudrais 1 minute pour le faire démarrer le ventilateur plus vite, au lieu de jouer avec la température, on pourrait mettre ici 1 minute, puis dire, bon, ben après 1 minute, si je n'ai pas atteint 20 degrés, les ventilateurs vont partir, parce que là, je suis en mode réfrigération. Donc, maximum fan délai. Ouais, là, je suis ici. Ensuite, on tombe au pump down. Le pump down, c'est assez rare qu'on l'utilise. Par contre, si vous diriez, quand je veux faire un dégivrage, je veux pomper le système de 2 minutes. Fait que si vous activez cette valeur-là, ça veut dire que le système va se pomper.
Puis il va être 2 minutes avant de faire quoi que ce soit au niveau du dégivrage. Si vous ne voulez pas de pump down, vous mettez cette valeur-là à 0. Ça pourrait être intéressant au gaz chaud ou quelqu'un qui dit je veux être sûr de vider mon évaporateur du réfrigérant avant d'alimenter l'élément électrique. C'est cette valeur-là à sert à ça au niveau du pump down time. Tous les alarmes high température, low température, offset, j'ai expliqué ça dans le low temp. OK, ça c'est dans le low temp, effectivement. C'est juste des offsets qui vont aller donner vos alarmes. Un peu plus bas, on devrait avoir les températures ou le temps. Ici, on a le high température offset, et le délai, juste en dessous. Fait que quand c'est le délai, ça veut dire que vous avez une alarme de haute température, vous avez le délai avant qu'il donne l'alarme. Même chose ici, vous avez le low offset, la température plus basse que votre point de consigne et le temps pour activer l'alarme. Donc l'alarme, il va l'afficher ici, puis en même temps, il va fermer le relais d'alarme si vous l'avez programmé en relais d'alarme. Okay? Le door alarm delay, lui, il est un petit peu plus complexe. Ce que ça veut juste dire, par défaut, il est à 30 minutes. Ça veut dire que si quelqu'un reste la porte ouverte pendant 30 minutes, on pourrait venir programmer à ce moment-là le système pour donner un alarme, pour dire c'est un door alarm. Fait que là, ça affiche door alarm. Fait que votre client, si c'est un gérant, par exemple, dans un restaurant, pourrait dire à son personnel, là, la porte est ouverte trop longtemps, etc. Donc, on a ça va. Fait que j'avais dit qu'on descendrait jusqu'à high température, low temp alarme, le délai. Ça, c'est le door alarm. Fait que par défaut, il est à 30 minutes. Si vous avez un door switch, si vous n'avez pas de door switch, ben à ce moment-là, il n'est pas activé. Puis cette valeur-là peut se changer. Ensuite de ça, vous avez les 3 digital input. OK? Donc le digital mode. Okay, et vous avez l'état toujours à côté. Chacun des digitales fonctionne. Si je prends le premier, puis les 3 suivants, le digital 2 avec son état, le digital 3 avec son état, fonctionnent de l'appareil de la même façon. J'avais couvert ça un peu plus tôt dans les autres modules de low temp et d'adaptif. Fait que si vous allez là, ce que vous pouvez avoir par exemple, je peux mettre le système par exemple à off ici. Je peux mettre le système à off. Je peux avoir une alarme externe. Très intéressant, si vous avez un détecteur de phase sur le 3 phases, vous pourriez le raccorder le contact sec ici. Fait que si jamais votre détecteur tombe en panne, il va vous donner alarme externe. Donc à ce moment-là, on peut faire du diagnostic. Un door switch qui est très populaire. On met un aimant. Quand la porte ouvre, on arrête les ventilateurs, mais pas la solénoïde, ce qui est excellent pendant un certain temps. Au bout d'une minute non ajustable, si la porte est encore ouverte, le système va se pomper, il va faire un minimum off-time de 5 minutes. Okay? Mais ce que ça permet de faire, c'est que si le client fait juste ouvrir, fermer la porte, on fait juste cycler les ventilateurs pour ne pas rentrer de l'humidité. Le deuxième ici, c'est un deuxième point de consigne. Fait juste en changeant la position du contact du digital input, on pourrait avoir le room température numéro 1 ou le room température numéro 2, le deuxième point de consigne. Ou disable, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'est pas activé. Fait que ça, vous avez 3 digital input qu'on peut venir jusqu'ici aller chercher. Là, le digital input mode 2 et le digital input mode 3. Là, ensuite, il faut lui donner l'état. Si c'est un contact sec, à ce moment-là, il faut lui dire est-ce que l'opération, vous voulez l'avoir quand le contact est à on ou off. Exemple, digital 1, je dirais système off. L'état digital 1, quand c'est système off, on lui dit soit que le contact est ouvert ou le contact est fermé. On continue, donc on va descendre jusqu'à, juste pour vous le montrer, digital input mode, si je fais enter, ici j'ai un door switch, là je fais back. Si je vais avoir l'état, digital input 1 state, digital input 1 state, il va être close. Normalement, c'est pas ça, parce que quand vous allez ouvrir la porte, le contact va être ouvert. Fait que si c'est le cas, là, dans la majorité des cas, comme c'est un chiffre des lettres, je vais maintenir Enter jusqu'à ce que ça clignote. Et là, je vais mettre par exemple Open. Donc, je maintiens Enter pour valider. Là, à ce moment-là, mon système est programmé correctement parce que l'état, c'est Open quand mon digital input un mode, c'est un door switch quand le contact est ouvert. OK? Fait que ça, c'est couvert. Donc, la même chose avec le digital input 2, digital input 3, le mode, le state.
Là, vous avez votre second room température, donc je suis rendu ici. Le second room température, si je fais Enter, c'est moins 50. Et seulement si vous avez activé Digital Input 1, 2 ou 3 en mode second température, il va venir lire cette valeur-là en fonction de l'état de votre contact. OK? Fait que si vous n'avez pas activé Digital 1, 2 ou 3 comme un second room température, il va l'ignorer tout simplement. Par défaut, ils ont mis moins 50. Là, vous mettez la valeur, fait que votre client, quand il va fermer le contact, on sera, par exemple, on contrôlerait moins 50. Puis quand le contact ça ouvert, il contrôlerait le set point qu'on a fait complètement en haut de la page au début. Ça serait le premier set point. Ça, c'est intéressant pour, au lieu d'avoir deux thermostats, là, pour contrôler chacune des pièces. Ensuite de ça, ici, c'est des offsets. Tout ce qui est marqué offset, allez jusqu'ici. Ça veut dire que si votre température, vous feriez, mettons, exemple, la pression, vous mesurez la pression avec un manomètre électronique, puis vous voudriez l'ajuster à 1 PSI près, on va aller comme faire un étalonnage, mesurer la pression réelle, puis là, vous pourriez dire le sensor est comme en offset, il dérive de 1 ou 2 PSI, par exemple. On pourrait venir changer ces valeurs-là. Okay? On peut faire la même chose avec les 4 sensors de température, plus les températures auxiliaires, on peut venir les changer, puis faire soit des offsets plus grands pour calibrer nos sondes de température. Donc, suction pressure offset, si je fais Enter, il est à 0. Je pourrais venir changer, dire ben, la vraie valeur est 1 degré de plus que ce que le contrôleur dit. On pourrait venir la changer à ce moment-là. Même chose pour les autres. Température unit, je l'ai couvert rapidement. Lui, c'est si vous voulez l'avoir en Celsius. Donc, je viens faire Fahrenheit, je maintiens Enter. Puis là, je pourrais dire, je vais venir le changer quand ça va clignoter en mode Celsius. Et là, si je maintiens Enter, il va faire la conversion lui-même en Celsius. Vous n'avez pas besoin de faire les changements. Il va faire les changements d'unité en Celsius. Ensuite, on a le R différentiel. L'air différentiel, c'est juste le cotine, votre air température, en fait, ça serait plus le différentiel par défaut, c'est 1. Fait que si votre point de consigne est à moins 20, c'est votre cut-out. Donc, avec un air différentiel de 1, à moins 19, le système arrêterait. À moins 19, j'arrête, à moins 19, je démarre le système, puis à moins 20, je l'arrête. Donc, cotine, moins 19, cut-out, moins 20. C'est rare qu'on joue avec ça un peu plus que 1 ou 2 degrés. J'ai expliqué ça aussi dans le cas 2 l'automne, ça ne donne rien de mettre un gros différentiel parce qu'avec des contrôleurs plus intelligents, on a des minimum runtime et off-time, donc on protège le compresseur en l'empêchant de faire des short cycling au lieu de mettre un gros différentiel comme on faisait traditionnellement. Donc ça c'est le R-temp. Le extrême proportionnel différentiel, le extrême température différentielle, lui, par défaut, il est à 20 degrés. Ça voudrait dire que, en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous ne devriez pas avoir un TD. On rappelle, un TD d'évaporateur, c'est la différence de température entre la pièce et l'évaporateur en saturation. Vous ne devriez pas avoir plus que 20. Puis encore plus un congélateur, mais comme j'ai expliqué dans d'autres formations, si vous avez, par exemple, quelqu'un qui a mis un compresseur beaucoup trop puissant pour un évaporateur, il est possible que cette valeur-là soit près ou plus que 20, ben à ce moment-là, vous pourriez la changer. C'est très rare qu'on joue avec ça. Si vous avez plus besoin d'infos, vous m'appelez ou vous appelez KE2, puis on va vous l'expliquer un peu plus en long et en large si nécessaire. Donc, je reviens à mon extrême différentiel. Et là, j'ai mes proportionnels. J'ai toujours mon alarme en rouge parce que je n'ai pas de valve électrique dans ce module-là, mais je l'ai conservé pareil pour vous le montrer. Ça, c'est le PID, donc le P proportionnel, le intégral et le dérivatif. Fait que la valeur par défaut, encore là, ça se trouve à être, vous allez avoir, je sais pas, j'ai été trop long, je vais aller directement sur ici, ça va aller plus rapidement. Donc, sur le contrôleur, vous voyez que les valeurs du proportionnel sont marquées ici. Vous avez 3, 5, 3. Jamais, jamais, jamais qu'on joue avec ça. C'est très rare, à moins que vous avez un laboratoire et que vous voulez faire des choses un peu plus évoluées. C'est très, très rare qu'on joue avec ça. Donc, ça fait pour le différentiel et la dernière valeur, le PID. Donc, ça fait assez laborieux, c'est une vidéo plus long. J'attends toujours vos commentaires. Donc, on a couvert complètement
Autrement dit, ici, le KE2 évaporateur Efficiency, on a couvert le paramétrage manuel. Dans les prochaines vidéos, on va voir le KE2 OIM qui est intéressant également. Alors, merci d'avoir assisté à une séance SICO. Merci.